Christian. Bonjour Yann. Heureux de te rencontrer pour une nouvelle vidéo. Pareil. Dans laquelle on va parler de yoga. Alors, tu avais une question à me poser concernant les différentes formes de yoga, c'est ça? Oui, exactement. Alors, donc la forme que je pratique s'appelle le Hatha Yoga. J'ai fait ma formation à Orléans auprès de personnes qui ont côtoyé les créateurs. Shivananda. Okay. Voilà. Ah, oui. Parce qu'ils sont morts en fin de siècle dernier, à peu de temps après ma naissance. D'accord, c'est un style assez jeune en fait. Assez jeune, oui. Le yoga en lui-même a quelques milliers d'années, d'après ce que j'ai compris. Et différentes formes sont apparues au cours des années, au cours des siècles. J'ai entendu parler du Vipassana. Il y a d'autres formes de yoga qui se pratiquent avec le rire. D'accord. Oui. Et il y a une forme de yoga que j'ai pratiquée un petit peu l'année dernière qui me fait beaucoup penser au Tai Chi Chuan, qui s'appelle l'Ashtanga Vinyasa. Alors ce sont deux formes associées l'une à l'autre. D'après ce que j'ai entendu en termes d'écho, au travers des questions que j'ai posées à différents profs et de ce qu'on m'a répondu, l'Ashtanga aurait été créé en Inde, aurait été diffusé en Amérique. Ils ont trouvé le niveau trop élevé pour l'adapter à l'individu lambda. Du coup, l'Ashtanga est pratiqué pour tout ce qui est championnat du monde, Jeux Olympiques, etc. Et une forme plus douce a été créée, qu'on appelait ensuite Vinyasa, qui a été pour toi et moi, quoi. En France, un Vinyasa peut être associé à l'Ashtanga et un Ashtanga peut être associé au Vinyasa. D'accord, parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est très acrobatique ou c'est que c'est très dur dans la façon d'enseigner? Je pense que si tu voyais du Vinyasa ou de l'Ashtanga, tu dirais que l'un est très yang et l'autre très yin. Alors, les personnes qu'on voit souvent sur YouTube ou sur Facebook ou sur les différentes plateformes, on voit souvent des vidéos promotionnelles avec, ou des vidéos comme ça de yoga avec des gens qui tout doucement font des mouvements super acrobatiques, ils montent, ils retombent, ils repassent. Oui, alors dans les vidéos, on appelle ça du Ashtanga. Quand on montre des postures très très compliquées, très complexes, c'est plutôt associé à de l'Ashtanga, ouais. Après, après, je pense que c'est l'éducateur, le professeur, qui, dans sa manière de l'enseigner, l'enseignera plus dans une manière difficile, complexe, assez performance, plutôt que d'une manière douce. Et c'est là qu'on verra la différence, non pas par rapport au terme, mais par rapport au prof qui l'enseigne. J'ai très peu de pratique à ce niveau-là, j'ai fait qu'un ou 2 mois de pratique de l'un et de l'autre. Et c'est plus des questions que je me suis posées, que j'ai posées aux gens et qu'au travers des différents échos, j'ai eu ces informations-là. D'accord, en fait ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avant sur par exemple en Kung Fu, en Tai Chi, en Qigong. Il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux chercher son maître pendant 7 ans que d'être pendant 7 ans avec un professeur qui ne nous convient pas du tout. C'est ça. Et ouais, donc c'est exactement ce que j'ai vécu dans les arts martiaux. C'est aussi un peu ce que j'ai vécu dans mon tout premier cours de yoga. Dans le premier cours de yoga dans lequel j'étais, j'avais l'impression d'être dans une secte en fait. Parce que le mec était malveillant dans ses propos. Il fallait, c'était très, j'hésitais à dire martial, mais ça me fait penser aux arts martiaux tels que je les ai pratiqués mes premières années avec mon premier prof. C'était à la dure, c'était G.I. Joe, c'était très militaire, très genre on est en guerre quoi. Alors pour un truc qui est censé donner du bien-être, je me suis dit où est-ce que j'ai mis les pieds quoi. Ouais, pour du yoga, ouais. On était en train de se prosterner, la tête au sol, à chanter une phrase qu'on a répétée une vingtaine de fois. Le cours dont je te parle, c'était mon premier cours qui m'a fait froid dans le dos. Et le mec était très négatif dans son esprit. Et pourtant, il fait des positions que j'arrive toujours pas à faire. Mais voilà quoi, comme quoi il y a le fond et il y a la forme. C'était pas le même style. Hein. Le premier cours que j'ai fait, c'était un cours de Kundalini. Ok, d'accord. Ouais. Et en revanche, ensuite j'ai fait d'autres cours de Kundalini, 6 mois l'année dernière, dans un club de fitness, où effectivement c'était difficile parce que les positions en elles-mêmes sont difficiles. Comme quoi le yoga on peut le trouver n'importe où et c'était loin d'être des mauvais profs. Hein. Donc on peut critiquer les clubs de fitness tant qu'on veut. Un des 2 meilleurs profs que j'ai connus et avec lequel je pratique toujours,
je l'ai trouvé dans un club de fitness. Et j'ai eu de la chance parce que il a quitté le club 3 mois après. Donc à 3 mois après, je le connaissais pas. À la vie, c'est souvent des rencontres. Ah ouais. Et c'est dans ce même club où je pratique maintenant avec lui que je pratique également ma deuxième forme que je pratique régulièrement. Donc aujourd'hui, il y a 2 formes que je pratique régulièrement, c'est le Hatha Yoga et le Iyengar. Le Hatha Yoga, c'est le style dans lequel je m'épanouis, je suis dans le bien-être, dans l'apaisement. On peut très bien trouver un prof qui sera accro au côté philosophique, tel que ça a été enseigné dans le centre et avec lequel je suis partiellement en désaccord par certains aspects qu'on verra dans une autre vidéo, parce que là je préfère plutôt parler des postures. Les postures en fait c'est mon domaine, voilà. Les postures c'est mon domaine, voilà. La philosophie, j'en parlerai un jour où je serai un peu plus penché dessus, parce qu'il y a des livres qui parlent de philosophie, et quand je les lis, là je suis en accord avec la philosophie. Donc c'est peut-être la façon dont ça a été transmis qui pose problème que la philosophie en elle-même. Oui, encore une fois, la personne joue voilà. Un rôle primordial tout à fait, ouais. La diffusion du message. Voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, je vais plutôt m'attarder sur les postures. Parce que la dernière vidéo, j'avais parlé de posture de repos, de posture de travail. Et en fait, dans le yoga, dans les asanas, pour reprendre les termes corrects, le yoga, c'est l'univers qui regroupe à la fois le régime alimentaire, les postures, la méditation et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La respiration et une bonne façon de penser au quotidien, c'est-à-dire une énergie positive, une façon de penser correctement, du bien-être au quotidien, en dehors de tout le reste. Voilà. Et donc, moi je vais m'attarder aujourd'hui sur les asanas. Okay. Voilà, les asanas, donc c'est les postures. Et donc du coup, il y avait dans le hatha une spécificité, ce sont l'alternance entre les postures de travail et de repos statiques. C'est-à-dire que toute posture, en fait, constitue un travail. Il n'y a pas de posture de repos à proprement parler, puisque même dans la posture du cadavre, Shavasana, il y a un travail de relaxation et de lâcher prise à faire. D'accord. C'est le même principe, je dirais, dans chaque posture, qu'elle soit de repos ou de travail, puisque dans chaque posture de travail, on va devoir trouver un équilibre dans chaque posture entre le travail de certains muscles ou certains groupes musculaires et le relâchement d'autres muscles ou autres groupes musculaires. Oui. Et ne pas aller trop loin dans le travail musculaire et ne pas aller trop loin dans le relâchement musculaire. Ouais. Et donc, c'est tout un travail. Et c'est ça qui te fait penser un peu au tai chi ou... Alors non, justement, c'était l'Ashtanga Vinyasa qui me faisait penser au tai chi. Parce que dans déjà le tai chi, là, il y a des points communs. Ah oui, d'accord. En fait, j'étais vraiment douté. Parce que pour moi, le tai chi, c'est des mouvements constants. Je veux dire, on est constamment dans le mouvement. On n'est jamais dans l'arrêt. On n'est jamais dans l'arrêt, mais on est toujours relâché. Oui. On est toujours dans cet état de pseudo-hypnose, dans cet état méditatif. Et dans le même temps, on reste concentré et vigilant parce que comme on répète des enchaînements plusieurs fois dans la forme, si on n'est pas concentré, on a vite fait de se laisser bercer par le mouvement, guidé par le corps et partir à refaire une boucle en fait. Et finalement à se laisser emporter par le flux, par le mouvement, sans rester maître du truc. Donc il y a cette idée à la fois de lâcher prise et de relâchement, et dans le même temps de se concentrer juste sur une chose. Et en même temps qu'on fait ça avec l'esprit, on le fait aussi avec le corps. D'accord, il y a relation corps-esprit et le même principe, que ce soit dans le yoga ou le tai chi chuan. Ah oui, le tai chi. Pourquoi on va doucement dans le tai chi? C'est pour prendre le temps de faire les mouvements. Pourquoi prendre le temps? Pour décomposer, c'est presque un mouvement à la fois. Dans la plupart des cas d'ailleurs, c'est un mouvement à la fois. Et pourquoi on décompose? Pour aller vite en fait. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais quand on prend l'habitude de décomposer, on devient fluide et on prend la mémoire du corps sur comment faire le transfert de charge d'ici à ici, de là à là. Et en allant doucement, on rentre dans le mouvement, on rentre dans la position et on prend le temps d'écouter les sensations, de les voir évoluer au fil du mouvement
et d'apprendre plus ou moins à conserver son centre de gravité, son équilibre. D'accord. Le bassin avance, enfin Ouais, tout, je tout vois, bouge. ouais. D'accord. Alors en fait, oui, tout ce que tu me dis là, ça me fait vraiment penser au vinyasa. Pour moi, le tai chi, c'est plus du yoga vinyasa dans la manière de le décrire. Parce que dans le hatha, si tu veux, une fois que tu as trouvé ta posture, pas maximum, mais optimum. Alors je dirais maximum, c'est quand tu vas jusqu'à ton maximum, c'est-à-dire qu'en fait tu vas jusqu'à provoquer plus tard des déchirures, des courbatures. Ça c'est le maximum, c'est-à-dire que l'ego intervient dans le maximum. Optimum, c'est-à-dire qu'en fait tu peux pas être dans un mieux-être, dans cette position, que dans ta position telle qu'elle est actuelle, c'est ta position optimum. Voilà. C'est-à-dire que tu peux respirer, tu es allé au maximum, tu respires, tu es confortable, tu peux rester 5-10 minutes. Les muscles sont les uns suffisamment contractés, les autres suffisamment relâchés pour que la position soit correcte. Et au bout de... enfin, si tu es suffisamment à l'aise, tu restes facilement 5-10 minutes, c'est pas un problème. Si c'est ta première fois, bien sûr, tu restes 30 secondes. Être optimum, c'est aussi être optimum dans la durée par rapport à ton habitude dans la posture. Okay. C'est-à-dire qu'une personne qui l'a fait la première fois, si elle est à l'aise, ben elle peut rester 10 minutes. Si elle n'est pas à l'aise, elle saura y rester 30 secondes, elle est arrêtée au bout de 30 secondes. Ouais. Même au bout de 2 secondes. Il y a par exemple la posture du poisson. C'est une posture, si tu arrives déjà à la faire alors que tu n'as pas l'habitude, c'est déjà un exploit. D'accord, ok. Ouais. Je t'avais déjà fait faire, c'est quand tu es comme ceci, la tête en avant. Ah oui, oui, ça oui. Souvenir, ouais. Ah. Ouais. Et pareil pour la posture d'équilibre sur la tête. La première fois que je la fais faire à des personnes, ça tremble de tous les côtés parce qu'en fait, toute cette région-là va devoir tenir tout le reste. Sans compter la tête qui est posée au sol. Et je vois les personnes qui tremblent. Hein. Ouais. Concrètement, parce que je leur dis, faut que tes muscles internes soient suffisamment formatés pour contenir tous les muscles externes, plus tout le haut du corps. Oui, c'est une question de gainage. C'est une question de gainage. Encore une fois, le muscle... Et c'est là donc que certaines préparations interviennent. Oui. La planche, le V inversé. Etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs muscles dans le corps humain, oui. Mais un seul muscle est constitué de plusieurs fibres. Il y a des fibres aérobies, des fibres anaérobies, oui. qui permettent de faire différents types d'efforts. Et puis génétiquement, on a un pourcentage qui est défini, où on a un pourcentage de fibres de type 1 et de fibres de type 2. Oui. Et en fait, on est plutôt favorisé génétiquement à la base pour l'un ou pour l'autre. Après, selon les entraînements, on peut retravailler ça, on peut vasculariser, il y a des choses qu'on peut ouvrir, développer, même si génétiquement on n'est pas fait pour. Et après, il y a la façon dont on travaille. Oui, il y a l'origine, il y a la génétique, mais après, il y a l'adaptation, la construction, il y a l'inné, il y a l'acquis. Voilà, c'est-à-dire qu'un même muscle, on peut le faire travailler de différentes façons, et autant on peut avoir le muscle développé et bien adapté pour un sport, pour un exercice, et puis pour un autre exercice qui va solliciter le même muscle, exemple le dorsal ou la cuisse, peu importe, et ben on va ne pas réussir à fournir, à faire l'effort comme il faut parce que le muscle, la fibre, bien qu'elle soit développée, c'est pas la bonne fibre et c'est pas le bon travail auquel le corps est préparé. Ça fait depuis quelques mois que je me suis mis au Iyengar, et le Iyengar en fait me fait comprendre une énorme différence. J'ai jamais eu autant d'ouverture au niveau de l'épaule que depuis que je fais du yoga, et plus spécifiquement depuis que je fais du Iyengar. Et l'épaule, c'est-à-dire qu'avant, j'étais comme ça, j'exagère. Hein. Et du coup, j'étais super fort pour certaines choses, comme par exemple les pompes, les planches et tout ça. Et en revanche, pour tout ce qui fait, quand il s'agissait de basculer comme ceci en arrière, et ben ça coinçait. Et là, il y a à peine un mois, en faisant une roue, non le pont pardon, j'ai senti l'ouverture se faire, et c'est avec le travail de Iyengar et de Hatha
peut-être le complément des deux en fait. Dans le Iyengar, de ce que je ressens, c'est un style qui serait très yang, très feu comme on l'appelle dans le yoga. Ouais. On parle de yoga du feu, et dans lequel il faut savoir mettre beaucoup d'eau, donc du yin. Et donc du coup, c'est un yoga dans lequel j'ai appris à à faire en douceur chaque posture, ce qui veut dire que mon travail pour moi-même dans le Iyengar consiste à accepter de ne pas aller loin dans chaque posture. Parce que chaque posture est extrêmement fatigante et très rapidement. D'accord. Parce que tu prends une position, à partir de cette position, tu fais un travail, tu rajoutes un travail, tu rajoutes un travail, et au final, c'est tous les endroits du corps qui travaillent simultanément dans cette position-là. Et c'est des postures d'équilibre sur 2 pieds, à partir de ce qu'on pourrait appeler dans les arts martiaux Kumbo, Jimbo. Et le problème, c'est dans un cours, on ne peut pas tout travailler. Donc le hatha, je dirais qu'il est plus dans le travail de certaines postures, et le Iyengar plus dans certaines postures, dans certaines autres postures. Type, ça c'est une posture type du Iyengar, c'est-à-dire qu'on va dans une école du Iyengar, tu peux pratiquement être sûr que tu auras soit celle-là, soit une variante proche dans chaque cours. D'accord. Dans le hatha, on aura tendance à alterner tantôt une position, tantôt une autre position, mais il y aura beaucoup plus de travail sur les épaules, sur la tête, sur les avant-bras, genre par exemple le corbeau, travail de pan, le pont, le semi-pont. Avec ainsi de suite, voilà. Donc c'est un peu pour moi la différence de ma maigre expérience de 2 ans de pratique de yoga hatha et de yoga Iyengar. C'est ce que j'ai pu constater, voilà. Et le Iyengar, en fait, quand j'ai mis les pieds dedans, au début on m'avait dit attention, c'est un yoga très martial, très violent, et les premiers cours j'ai détesté. J'ai détesté, mais il y a un petit truc en moi qui s'est passé, que j'ai réalisé quelques mois après, et c'est pour ça que je m'y suis remis. C'est que c'était pas quelque chose qui correspondait à un plaisir proche, à un plaisir dans l'instant, mais c'est quelque chose qui représentait un besoin pour un plaisir futur. C'est-à-dire qu'au travers du Iyengar, je pense que je vais arriver à m'assouplir, et que ça va permettre plus tard des postures qui aujourd'hui me sont inaccessibles en complément du hatha. D'accord. Okay. Voilà. Donc du coup, grâce au Iyengar, que je n'aime pas du tout, mais dans lequel je reconnais un besoin essentiel dans mon évolution de yogi, je vais plus tard arriver certainement à faire des postures de hatha yoga qui aujourd'hui me sont inaccessibles, comme par exemple le grand écart et le lotus. D'accord, oui, ça c'est intéressant parce que du coup ça signifie que l'idée, la démarche, c'est de garder l'esprit ouvert. Les émotions, c'est souvent un moteur. Dans l'émotion, il y a motion, motion en anglais, c'est mouvement, donc... Ouais. Mon plaisir, en fait, je trouve dans le fait que d'une semaine à l'autre, je me rends compte d'une évolution, d'un mois à l'autre, je me rends compte d'une évolution. Ah oui. Et dans le hatha, je serais peut-être arrivé à faire le grand écart et le lotus, mais peut-être beaucoup plus loin dans le temps. D'accord. Après, j'aurai jamais la réponse parce que j'ai choisi un chemin, mais je ne sais pas quelle est la réponse des chemins que je n'ai pas fait. Oui, nous parcouru. Voilà. Donc, dans 5 ans, peut-être que je me dirais, en fait, j'aurais peut-être pas eu besoin du Iyengar, mais pour l'instant, j'ai cette réponse-là dans ma tête et j'ai cette évolution que j'ai, voilà. Et je me sens comme ça, et donc du coup, je continue le hatha et le Iyengar en parallèle. Voilà. Oui, tu représentes la possibilité, tu as fait un choix. J'ai créé une ouverture et ça peut pas me faire de mal, donc je teste. J'ai l'avantage d'avoir le temps, l'argent qui me permet, parce que bon, le yoga c'est quand même pas si accessible que ça, c'est quand même une quinzaine d'euros en moyenne, entre 15 et 20 euros en moyenne un cours. J'en fais entre 4 et 5 par semaine. Ah oui,
Voilà. Sans compter les séances que je me fais à la maison pour compléter, à mon rythme, à mon niveau. Parce que dans un cours de yoga, tu es quand même plus ou moins, même si tu as le choix de ne pas faire tel mouvement, d'y aller à ton rythme, tu as quand même le prof qui te guide. Donc, ça te repose, mais en même temps, il faut savoir décrocher, y aller à ton rythme par rapport au rythme du prof. D'accord. En revanche, quand je suis chez moi, le plus dur, c'est de faire ma séance, c'est de me motiver, etc. Mais une fois que je suis dans la séance, l'avantage c'est que je peux rester une demi-heure dans une position si je veux. Je peux travailler tel truc qui me vient à l'esprit, et je peux travailler aussi bien en légèreté qu'en dureté, en yang qu'en yin, comme on dirait, Ouais. en doux qu'en dur. Et c'est à moi de me jauger en fait. Et il n'y a que moi qui peut me jauger. Mais c'est le même principe au final quand je suis en club, parce que dans un club, tu as les autres que tu regardes, tu as l'ego qui peut intervenir, n'importe où, n'importe quand en fait. Alors, Donc, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que moi c'est ce qui m'a aussi beaucoup guidé, beaucoup permis d'avancer, c'est le fait de s'entraîner seul, où il n'y a plus la contrainte du temps de la même façon que dans le cours. oui, Dans le cours, effectivement, il y a les autres, il y a la contrainte du temps, il y a le programme à Ouais. respecter, parce que le cours dure de telle heure à telle heure. oui. Quand tu es chez toi, C'est quand tu veux. c'est quand tu veux, Enfin, sur ton le temps temps libre. que tu veux, sur ton C'est temps ça, libre ouais. évidemment. Et du coup, Voilà. ça ouvre des perspectives nouvelles et la pratique C'est ça. devient différente, ça prend une autre dimension. Ouais, totalement, ouais. Et là, Tu ça peux prend son pratiquer sens. à 14h ou à 15h ou à 16h. Tu peux pratiquer 3/4 d'heure, 1h30, 2h, 3h. Et là, ça prend une signification tout à fait nouvelle et la pratique change. Ouais. En fait. Et personnellement, c'est ce qui pourrait, dans le fait d'être moi-même professeur de Tai Chi, c'est ce qui pourrait m'amener à proposer une formation en ligne pour les élèves en vue de leur donner les clés pour pouvoir reprendre quelque chose chez eux, mais sans contrainte de temps. Ouais. Tu vois, des petits mouvements, des petites choses qu'ils pourraient répéter pendant la semaine ou sur leur temps libre quand ils ne savent pas trop faire. Pas forcément leur faire une séance accompagnée, non, plutôt leur donner quelque chose qui serait complémentaire du cours. On peut pas faire. Un peu comme ce que je suis en train de faire avec les vidéos et la future méthode. Ouais, et du coup, c'est vrai Dans que ça le me yoga. trotte un petit peu dans la Ouais, tête. c'est normal. Mais voilà, donc. Ok. Mais voilà, je trouve ça super intéressant. On Ah, parle oui, de passerelle finalement, tout à fait, d'une discipline ouais. à l'autre, c'est toujours intéressant. Donc, oui, écoute, alors pour aujourd'hui, je crois qu'on a fait le tour, parce que du coup, on a parlé du Hatha, on a parlé du Iyengar, qui sont les deux formes que je pratique au quotidien. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Rendez-vous dans un mois pour la prochaine vidéo de débat sur Blog et Trop Bien. Salut Christian, Salut Yann, salut à tous, salut à tous, à la prochaine. à la prochaine.